Bonjour. Dans les nouvelles économiques ces jours-ci, vous savez sans doute remarquer qu'on parle de plus en plus de l'émergence de nouvelles bulles. Des bulles dans le marché immobilier, dans les actifs boursiers, dans les matières premières, des bulles en Chine, des bulles aux États-Unis. Nous traversons pourtant depuis 2 ans une crise économique qui a justement été provoquée par l'éclatement d'une bulle. Comment est-il possible qu'on retrouve une frénésie de spéculation dans de nombreux secteurs alors que nous sommes en crise? Comment les prix peuvent-ils exploser alors que le chômage continue de croître, que la production baisse et que les consommateurs sont endettés et déprimés? La réponse est pourtant simple, parce qu'il y a trop d'argent en circulation. Depuis le début de la crise, les banques centrales du monde n'ont pas cessé de grossir la masse monétaire. Elles ont fait la même chose après le crash de la bulle technologique il y a 10 ans, ce qui a créé une bulle dans le secteur immobilier qui s'est effondrée 7 ans plus tard. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être de nouveau dans une situation de boom artificiel qui ne pourra pas se prolonger bien longtemps. Comment faire pour sortir de ce cycle de boom et de crash? Comment faire pour éviter l'inflation qu'entraîne une création monétaire excessive? L'inflation, qui est une sorte de taxe qui redistribue la richesse de manière sournoise et qui nous appauvrit en réduisant notre pouvoir d'achat. Si ces phénomènes semblent incontrôlables aujourd'hui, c'est parce que les banques centrales ont un pouvoir illimité de créer de la monnaie et de manipuler les leviers monétaires comme les taux d'intérêt. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans la plupart des pays du monde, jusqu'à la Première Guerre mondiale, la monnaie était ancrée dans l'or, c'est-à-dire que la quantité de monnaie en circulation augmentait au même rythme que la quantité d'or. Contrairement à aujourd'hui, les banques ne pouvaient pas imprimer de papier-monnaie à moins d'avoir une quantité d'or correspondante. Au lieu d'augmenter de 10 % ou plus par année, comme aujourd'hui, la quantité de monnaie augmentait à un taux modeste de 1 ou 2 %. Les taux d'intérêt, au lieu d'être manipulés par des bureaucrates, étaient déterminés par l'offre et la demande de crédit, c'est-à-dire par le marché. Grâce à ce système, le 19e siècle a été l'une des périodes les plus prospères de l'histoire du monde. Les prix avaient tendance à baisser au lieu d'augmenter constamment. L'endettement des pays et des ménages était sous contrôle. Les crises économiques étaient de courte durée. De plus en plus d'économistes pensent aujourd'hui que l'abandon graduel de l'étalon or au 20e siècle a été une erreur. Une erreur qui a entraîné la Grande Dépression, l'inflation des années 70 et les crises à répétition que nous vivons aujourd'hui. Je suis d'accord avec ce constat. Pour retrouver une croissance stable et soutenue, il faut redonner aussi une stabilité à notre monnaie. Et dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la civilisation, c'est toujours l'or et l'argent métallique qui ont servi d'ancrage à la stabilité monétaire. De toute façon, nous risquons d'être forcés de revenir à un tel système. Je vous ai parlé il y a quelques mois de la chute du dollar américain. La situation ne s'est pas améliorée depuis, et pas uniquement aux États-Unis. À moyen terme, il y a un risque d'effondrement de certaines monnaies de papier, comme cela est arrivé en Argentine et en Allemagne et dans d'autres pays au 20e siècle. Et pendant ce temps, le prix de l'or atteint des nouveaux records. D'ici quelques années, je suis certain que nous aurons à faire un débat sérieux sur le retour à l'étalon or. D'ici là, il y a des mesures plus immédiates à discuter, comme la cible d'inflation de la Banque du Canada. Je vous en parlerai dans mon prochain message vidéo. Merci et à très bientôt.